Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous reparler de la situation sur le plan de l'inflation et de l'évolution des tendances sur les prix à la production, à la consommation pour voir les conséquences que ça peut avoir et elles sont intéressantes dans nos choix d'investissement. Bon, vous savez sans doute, hein, vous avez entendu parler de sans arrêt d'inflation en Europe, aux États-Unis, c'est l'obsession du moment. C'est vrai que les prix à la consommation maintenant sont sur un rythme de hausse annuelle supérieur à 10% en Europe. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça va être plutôt l'amont, ce qui se passe au début de la chaîne, c'est-à-dire au niveau des matières premières de la production. Et là, vous allez voir que les tendances sont très différentes en fait, et qu'on risque d'avoir des surprises importantes dans les trimestres qui viennent sur le plan de l'inflation. Alors, un premier indicateur qui est très suivi, c'est l'agrégat monétaire M2 aux États-Unis. Alors là, vous voyez le taux de variation de cet agrégat monétaire, hein. Donc après le Covid, il y a eu tous les plans de relance. Donc la croissance de l'agrégat monétaire a vraiment explosé. On est arrivé à un pic à plus 26% en mars 2021. Ça n'a évidemment aucun précédent connu sur plus de 30 ans. Mais depuis, on a une rechute rapide de cet indicateur. Alors, dans un premier temps, il a plafonné à un rythme assez élevé, hein, jusqu'au début de l'année 2022. Avec un rythme de croissance qui était encore à 12% par an, qui était encore très élevé et supérieur à sa fourchette d'évolution des 30 dernières années. Mais à partir de janvier 2022, du début 2022, cet indicateur, donc le taux de croissance de M2 a rapidement chuté. Et on est en ce moment, donc au dernier pointage début octobre, on était à 1,7% de croissance par an. Et tout laisse à penser, hein, que dans les mois qui viennent, on va passer en négatif sur cet indicateur. Alors c'est un indicateur avancé des prix à la production et des prix à la consommation. On estime qu'il y a un décalage d'à peu près 18 mois en général, hein, entre cet indicateur M2 et le déclenchement d'un pic d'inflation. Ça s'est vérifié plus ou moins sur le pic d'inflation en cours, puisque vous voyez que l'indicateur avait vraiment décollé à partir de mai 2020. Et c'est à partir du début 2022 ou de la fin 2021 qu'on a vraiment entendu parler d'une inflation qui était en train d'exploser à la hausse. Donc voilà, ça c'est un premier indicateur fort en faveur d'une baisse de l'inflation marquée, beaucoup plus marquée que ce qu'anticipent les commentateurs en ce moment sur les trimestres qui viennent. D'autres indicateurs vont exactement dans le même sens. Alors on a les prix du fret maritime, l'ensemble des indicateurs, que ce soit le Harpex, le Baltic Dry Index, on a le site freightos.com aussi qui propose des graphiques de fret maritime. Tous montrent exactement le même type de graphique, hein. On a une forte hausse des coûts du fret qui a plafonné sur le premier semestre 2022 et ensuite les coûts du fret maritime s'effondrent, hein, mais vraiment on est passé ici sur le Harpex Index de 4500 à 1500 points en l'espace de quelques mois, vous voyez, et on est revenu à peu près au niveau où on était en avril 2021, à un moment où il y avait encore très peu d'inflation. Donc on a au niveau du coût des intrants une chute marquée du coût du fret maritime. C'est un petit peu la même chose sur le fret routier. C'est des facteurs qui avaient beaucoup gêné les entreprises. Il y a pas mal de matières premières clés qui sont en forte baisse également. Ici, vous avez par exemple les prix du minerai de fer. On est retombé au niveau d'avant crise du Covid, ici sur le minerai de fer. Et même sur les matières premières qui jusque-là résistaient le plus, ne baissaient absolument pas, on a des signes de retournement. Alors la plus résistante de toutes les matières premières, c'était le charbon, hein, en source d'énergie.
Le prix du charbon donc il a culminé plus tard que les autres matières premières, début septembre 2022, aux alentours de 450 dollars la tonne. Et vous voyez que depuis, on commence à faire une figure de retournement. On était aux alentours de 338 dollars la tonne. Alors c'est encore des prix très élevés, bien sûr, mais le retournement commence à se faire sentir. Sur le gaz naturel en Europe maintenant, où là aussi on a beaucoup entendu parler de problèmes de gaz naturel, ben vous voyez que le prix du gaz naturel, finalement, il est revenu à ses niveaux d'avant conflit Russie-Ukraine, puisque au mois de décembre-janvier 2021, on était à des prix qui étaient à 180 euros et maintenant on est à 113 euros, donc on est plus bas en ce moment. Donc là aussi, il y a des signes marqués de retournement des prix. On les a aussi sur le prix du bois, hein, donc ça c'est sur le site Calculated Risk. Donc le prix du bois pour menuiserie, vous voyez que là aussi on a eu un double pic sur 2021 et début 2022 et depuis on est retombé en dessous des niveaux qui ont suivi la crise du Covid. On est revenu, on va dire, au niveau pré-Covid sur ce prix du bois. Voilà pour ce point général. Je vais finir par les prix à la production aux États-Unis et plus précisément par l'écart entre prix à la production, c'est-à-dire ce qui se passe en amont pour les entreprises, que les entreprises achètent, et ce qui se passe en aval, c'est-à-dire les prix à la consommation auxquels les entreprises peuvent espérer vendre leurs produits. Donc on avait un écart considérable entre les deux qui se produisait à fin 2021, donc juin 2021, juillet 2021, fin 2021. Ça a duré donc avec des écarts entre prix à la production et prix à la consommation à plus de 10%, même plus de 12%, jusqu'en juin 2022. Et vous voyez que depuis, on a un effondrement assez rapide de l'écart entre les deux. Et on était au dernier pointage en septembre à 6%. Et on pourrait, si la tendance continue dans les mois qui viennent, passer en dessous de 4%, puis de 0%, c'est-à-dire avoir à ce moment-là des prix à la consommation qui croissent plus vite que les prix à la production. Alors pour nous, investisseurs, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'il faut attendre maintenant une forte baisse des taux d'inflation, sauf surprise toujours possible sur le plan du pétrole, du gaz, extension du conflit Russie-Ukraine ou autre problème. Mais on peut s'attendre sinon à une forte baisse des taux d'inflation dans les trimestres qui viennent. L'autre conséquence, et là ça va nous intéresser directement, c'est une conséquence positive en fait pour nous investisseurs, c'est que les entreprises industrielles, les entreprises qui sont gourmandes en intrants, en matières premières, qui avaient souffert beaucoup jusqu'ici de cette explosion de l'inflation parce qu'elles n'ont pas pu répercuter à temps les prix, les hausses de prix à l'entrée sur leur prix de vente à la sortie. Du coup, elles ont vu leur marge se réduire. Là, elles pourraient subir l'effet inverse, un effet de ciseau bénéfique inverse, c'est-à-dire que maintenant, elles sont en train d'augmenter leur prix de vente. C'est accepté par les clients parce qu'il y a de l'inflation partout. Et dans le même temps, dans les mois qui viennent, elles pourraient voir au contraire un gros assagissement des prix à la production, une baisse, voire même une baisse de leur prix à la production. Et du coup, pendant un certain temps, elles auraient, grâce à cet effet ciseau positif, une hausse sensible de leur marge bénéficiaire. Donc ça, c'est un point positif. Évidemment, c'est à nuancer parce que dans le même temps, on a la récession qui va probablement arriver, donc les entreprises vont vendre moins de produits. Mais si on arrive à trouver des entreprises qui sont positionnées sur des secteurs peu cycliques, je donne un exemple, les emballages papier par exemple, on en a toujours besoin à peu près de la même quantité. À ce moment-là, elles ne vont pas trop subir les effets de la récession, mais par contre, elles vont bénéficier de l'effet ciseau positif dont je vous parlais précédemment. Alors si on regarde l'évolution des marchés US, il y a une situation assez caractéristique qu'on peut voir. Il y a des gros écarts entre les trois grands marchés américains, c'est-à-dire le Nasdaq ici en rouge, qui lui est vraiment en plein marché baissier. Il a déjà perdu à peu près 25% depuis le début de l'année, malgré le petit rebond en cours des dernières semaines.
L'indice SP500 en bleu, lui, a perdu 14%, donc il est pour l'instant dans un marché plus ou moins baissier, un marché baissier modéré. Et les valeurs industrielles, donc le Dow Jones industriel, lui, il est en baisse que de 4,47% depuis le début de l'année. Ça, c'était donc à la séance d'hier. En fait, ce soir, comme il regagne encore un petit peu plus de 1%, on est plutôt aux alentours de 3,5% de baisse. Donc ce Dow Jones industriel, il résiste beaucoup mieux que les autres indices US. Et ça se comprend par ce que je vous dis, l'amélioration de la situation à venir sur ces valeurs industrielles. Donc voilà, ça s'était produit sur la période 2000-2002. Si on regarde le marché baissier de 2000-2002, en fait, le Dow Jones industriel, au début, il avait quasiment pas baissé, il faisait des vagues horizontales, un petit peu, il a eu une vague de baisse, il y a une vague de baisse un peu sensible en 2001, mais ça avait été vite rattrapé. On peut dire que même au début de l'année 2002, finalement, on était quasiment au même niveau qu'en 2000, alors que le SP500 était déjà en plein, vraiment lourdement engagé dans un marché baissier. On va regarder tout de suite le graphique du SP500. À l'époque, donc le voilà, vous voyez que c'est totalement différent, hein. Au début 2002, on avait déjà perdu près de 30%, et en 2001, on était déjà en plein marché baissier sur le SP500. Le Nasdaq, évidemment, c'était encore pire, hein. Lui, il avait baissé fortement dès l'année 2000 et continué à baisser très fort ensuite sur 2001. Et même sur 2002, donc on était passé pour le Nasdaq à l'époque de 4400 à moins de 1000 points sur ce marché baissier. Donc il faudra vraiment chercher en tant qu'investisseur, je pense maintenant, dans les mois qui viennent, des valeurs industrielles qui ont subi un choc sur leur marge sur les derniers mois, sur les derniers trimestres. Alors certaines n'en ont même pas subi, en fait elles ont été capables de répercuter les prix de vente de façon correcte, mais elles bénéficieront quand même du contexte de désinflation à venir sur les prix à la production. Donc clairement, hein, pour la prochaine lettre PEA de novembre, je vais chercher, j'en ai déjà, hein, d'ailleurs j'en ai déjà trouvé, je vais proposer des idées sur ce thème de valeurs industrielles des côtés qui pourraient bénéficier de ce nouveau contexte à venir en économie.